Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais commencer par le traditionnel appel du Conseil. Arnaud Salmon, présent. Marie-Claire Mervin. Présente. Martine Guénégan. Présente. Christian Fontaine. Muriel Béziel. Vincent Rémy. Catherine Cabot. Philippe Bécan. Mireille Agent de Dieu. Frédéric Soyer. Kevin Stanbacher qui m'a donné pouvoir. Christian Chauffour. Lars Zatorchi qui a donné pouvoir à Thierry Lafournière. Joyce Domingue qui a donné pouvoir à Marie-Claire Mervin. Gwenelle Védy. Thierry Lafournière. Eva Hélène a donné pouvoir à Catherine Cabot, ainsi que Marion Vattard à Muriel Béziel. Jean-Patrick Guibou. Valérie Simon a donné pouvoir à Frédéric Soyer. Michel Armandari. Éric Diave a donné pouvoir à Vincent Rémy. Marc Le Guiffan. Yannick Loisance. Nolwenn Guillou. Bruno Deslandes. Catherine Guguin-Gracie a donné pouvoir à Annick Porte. Et Claudia Gauvin a donné pouvoir à Jean-Louis Vergne. Fabrice Toquin. Annick Porte. Jean-Louis Vergne. Claude Bénézite. Et Éric Garnier. Je vous remercie. Le quorum est atteint. Donc la séance est ouverte. Monsieur Toquin. Bonsoir à tous et à toutes. Il y a le quorum, effectivement, il y a le quorum. Grâce aux minorités, une fois de plus. Il vous manque une personne pour avoir le quorum. Donc on va rester pour ce conseil, mais ça fait la cinquième fois. Donc je trouve que les personnes qui sont avec vous ne sont pas assidues. Donc voilà, je tenais à le signaler. Donc le quorum, ok, grâce à aux minorités. J'entends Monsieur Le Toquin. Parfois, il y a des petits problèmes de santé chez les uns et les autres. Merci. Est-ce qu'il y a un volontaire pour assurer le secrétariat de séance, Monsieur Lafournière? Est-ce qu'il y a des oppositions à ce que Monsieur de Lafournière soit secrétaire de séance pour cette dernière séance du mandat? Dernier conseil. Pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Et au préalable du démarrage de cet ordre du jour, Monsieur de Lafournière a demandé la parole. Merci, Monsieur le maire. Oui, j'ai demandé à dire quelques mots avant le début véritablement de nos débats, parce que ça sera mon dernier conseil municipal. Rassurez-vous, chers collègues, ça sera court. J'ai repris un mandat après 20 ans d'abstinence politique, on peut dire locale, et je voulais vous faire part de 2-3 réflexions. J'ai pu mesurer la différence. En fait, ce long moment sans mandat m'a permis de voir et de comparer les mandats que j'ai pu effectuer il y a maintenant plus de 20 ans et la situation actuelle. J'ai trouvé beaucoup plus de normes, de juridisme, et tout cela contribue à ralentir les réalisations et réduit un peu le pouvoir politique au profit de l'administratif. Ces longs délais d'instruction des dossiers font que la concrétisation de ce qui est décidé prend beaucoup de temps. Et d'une certaine façon, l'administratif tue un peu le débat politique. Dans ce contexte, je dois dire que notre maire actuel a fait le maximum pour avancer et le taux de réalisation des projets et des programmes mis en route en est la preuve. Je suis toujours resté solidaire de la majorité. Les désaccords que je pouvais avoir, je les ai gardés pour le débat interne à notre équipe. Une exception, cependant, où je me suis désolidarisé, c'est lorsque nous avons décidé l'augmentation du taux de la taxe d'habitation des résidences secondaires. Je me suis retrouvé d'ailleurs le seul à voter contre. Je ne l'ai pas fait pour me distinguer, mais par conviction. Augmenter les impôts ne crée pas de la richesse. Si c'était le cas, la France aurait le niveau de vie de la Suisse ou de la Suède. À côté de ça, nous sommes rattrapés par l'Italie et sans doute bientôt dépassés. Il faut faire avec l'argent dont on dispose. C'est un principe simple mais efficace qui doit permettre à la société de créer plus de richesses. Nous ne sommes pas seulement, mes chers citoyens, mes chers collègues, des citoyens municipaux. Nous sommes aussi des citoyens français et des citoyens européens, et notre budget communal ne peut être découplé et isolé de ce qui se passe au niveau de l'État.
Le deuxième point, et le dernier que je voulais aborder, c'était la communauté de communes. Je pense que notre communauté de communes n'est pas fonctionnelle, qu'elle est trop petite, que ce n'est pas l'échelle à laquelle on peut faire des économies en mutualisant les choses. L'échec de la piscine communautaire, pour moi, au-delà des querelles de clocher et des problèmes de pouvoir, est avant tout lié à cette dimension de notre communauté de communes. Je pense qu'il faut à l'avenir développer des coopérations et des projets communs avec Saint-Malo et à terme rejoindre l'agglomération de Saint-Malo. C'est notamment à cette échelle qu'on pourra mettre en place une véritable politique de transport. Je pense à des bus urbains et à une connexion avec ce qu'a déjà l'agglo de Saint-Malo en termes de transport public. Pour que les choses soient claires, je reste solidaire de notre équipe et j'espère que ce nouveau mandat et ces nouvelles aventures permettront à Dinard de continuer à se développer comme Arnaud Salmon a su le faire dans son précédent mandat. Voilà. Merci à tous. Merci, Monsieur Lafournière. Chers collègues, en introduction de ce conseil, je tenais à vous informer que notre collègue élu de Sternberg et amie, Madame Charlotte Meyer-Bulov, a vécu très récemment un drame familial. Madame Meyer-Bulov nous a fait plusieurs fois durant ce mandat l'amitié de sa présence lors des déplacements des élus sternbergeois. Et nous avons su nouer au fil des ans une relation d'amitié sincère et durable. Je vais donc vous demander d'observer une minute de silence afin de lui témoigner tout notre soutien dans cette épreuve et toutes nos pensées dans cette épreuve qui l'affecte, ainsi que sa famille et ses proches. Je vous remercie. Donc, je vous propose de passer au point numéro 1 de cet ordre du jour, donc l'adoption du procès-verbal du 27 janvier dernier conseil municipal. Y a-t-il des commentaires? Pas de commentaires, pas de questions, donc je vous propose d'en prendre acte. Merci. Et on va directement pouvoir passer au projet numéro 2 avec l'état annuel des indemnités de fonction des élus. Madame Mervin. Bonjour à tous. Donc, le conseil municipal doit être informé, comme chaque année avant l'examen du budget, de l'état de l'ensemble des indemnités perçues par ses élus. Donc, dans l'état, vous aurez les indemnités perçues au sein de la collectivité de Dinard et les remboursements de frais également, qui s'élèvent à 2 609,69 € au global. Donc, je vous laisse regarder à l'écran l'état des indemnités. Petite précision concernant Joyce Doumange, comme on a évoqué le remboursement de ces indemnités lors du conseil, pas précédent, mais celui d'avant. Donc c'est bien en cours et une délibération sera prévue au prochain conseil du CCAS, puisque l'idée était de reverser au CCAS. Est-ce que ça appelle des questions? Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Prendre acte de l'état de l'ensemble des indemnités perçues par les élus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025
et prendre acte que le montant de frais de déplacement remboursés aux élus est de 2 609,69 € pour l'année 2025. Je vous remercie. Merci, Madame Mervin. Point numéro 3, donc le budget primitif sur le budget principal et les budgets annexes. Madame Mervin. Donc, on a vu le ROB, le rapport d'orientation budgétaire, lors du conseil municipal du 27 janvier 2026. Donc maintenant, on présente le budget et on va commencer par, comme d'habitude, le budget principal de la ville et on suivra par les 4 budgets annexes ensuite. Donc, comme d'habitude, on commence par le fonctionnement et on poursuivra par l'investissement. Donc, fonctionnement, les recettes. Donc, vous voyez sur le graphique, ce qui est en vert, donc c'est ce qu'on prévoit pour le BP 2026. Donc, on prévoit 35 millions de recettes réelles de fonctionnement. 2025, on avait annoncé un atterrissage dans le ROB autour de 33-34 millions, donc on va être un peu plus de 34 millions normalement pour 2025, mais ça, ce sera étudié lors du CFU en avril 2026. Donc les recettes réelles de fonctionnement, comme d'habitude, la plus grosse recette, c'est la fiscalité locale. On a ensuite les autres impôts et taxes, les produits des services, mais on va tout détailler dans les slides suivantes. Donc les recettes fiscales. On prévoit pour 2026 26 724 000 €, ce qui représente quasiment 76% des recettes réelles. Et dans ces recettes fiscales, la part la plus importante, c'est pour les impôts directs locaux, qui est estimé à un peu plus de 18 millions. Et donc sur la gauche, vous avez la représentation, enfin la répartition entre la taxe foncière, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la surtaxe sur les résidences secondaires. Donc pas d'évolution des taux, maintien des taux comme 2025 et pas d'augmentation non plus de la majoration de la surtaxe sur la taxe d'habitation. Par contre, on va avoir une augmentation des bases en valeur puisque ça suit l'inflation et on serait autour de 0,8% pour 2026. Autre recette dans les recettes fiscales, le produit des jeux du casino. On est parti sur 1 510 000. On a prévu un peu plus que 2025, puisqu'on va avoir la fin de l'abattement pour les gros travaux qu'on avait eus concernant le Grand Hôtel. On avait eu un rattrapage en 2024 qui était important. Et ça se termine là sur le premier trimestre 2026. Ensuite, on a la taxe sur l'électricité pour 295 000. Et comme d'habitude, l'attribution de compensation et de dotation de solidarité communautaire pour 4 941 000. Quasiment comme 2025. On a également les droits de mutation. On est parti sur 1 850 000, sachant qu'on termine l'année à un peu plus de, quasiment 2 millions pour 2025. Je dis, on a voulu rester quand même prudent dans nos estimations. Donc vous avez l'évolution sur la gauche des différents montants de taxes qu'on a pu recevoir durant les dernières années. Et on vous a mis un autre graphique en bas à droite. La courbe rouge, c'est le nombre de transactions. C'est juste pour vous donner un peu une idée de... Enfin, il y a les montants et le nombre de transactions. Ensuite, on a le produit des services. Ici, on va retrouver tout ce qui est lié au stationnement, aux recettes culturelles, à l'occupation du domaine public, périscolaire, le sport. Donc on applique la grille tarifaire 2026 qu'on a votée lors des derniers conseils. Dotation et subventions, 3 368 000. C'est principalement la DGF. On a prévu un petit peu en dessous de 2025, puisqu'on sait qu'on perd un petit bout tous les ans. Donc on a prévu 2 495 000 pour la DGF. Et le reste, c'est principalement des subventions versées par d'autres collectivités, par l'État, la CPAM, aux alentours de 600 000 €. Dernière recette, les produits de gestion courante, 1 550 000. Ici, on va avoir les revenus des immeubles, enfin les locations, on dépasse le million.
et notamment aussi la redevance de camping, où on est un peu plus de 200 000 euros. Voilà pour les recettes. Concernant les dépenses, même graphique, à gauche on retrouve l'historique sur les différentes dépenses réelles de fonctionnement. Donc au BP 26, on estime à 30 710 000, principalement dépenses de personnel, ensuite les charges à caractère général, et etc. Enfin, on va voir en détail sur les slides suivantes. Les charges à caractère général, alors dans le jargon, c'est le fameux 011, 7 176 000. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que on a une baisse quand même, si on revient un petit peu quand même sur 2025. À 2024, on avait connu une forte hausse liée à l'énergie principalement. Et finalement, ça a rediminué en 2025, puisqu'on a quand même 400 000 de moins en énergie. Donc du coup, le BP 26 suit la tendance du réalisé 2025, et non pas la tendance du budget 2025. Donc un réel effort de maîtrise des dépenses prévu en 2026, dans la continuité de 2025. Et on prévoit toujours des enveloppes assez importantes depuis 2024 sur l'entretien des espaces verts et de la voirie, avec tout ce qui est élagage et petites réparations de voirie. Dépenses suivantes, les charges de personnel. Dans le rapport d'orientation budgétaire, on avait évoqué 17 700 000. Et là, dans le budget, finalement, on baisse un petit peu, on est à 17 600 000. Ce qui représente 57% des dépenses réelles de fonctionnement. Donc, la hausse par rapport à 2025, elle s'explique notamment, comme j'ai pu l'expliquer dans le ROB, c'est la hausse principalement de la retraite, puisque depuis 2025, on a une hausse de 3% par an pendant 4 ans. On aura 12% de hausse au global, ce qui représente à peu près 300 000 euros quand même par an. On a aussi la dynamisation du RIFSEP, donc ce qu'on a voté en décembre 2025 notamment, avec la mise en œuvre effective de la cotation des postes, et puis les revalorisations du SMIC, du GVT, enfin les choses habituelles. Sur le graphique du bas, vous pouvez retrouver donc, en bleu le montant de la masse salariale par an, et la courbe verte, c'est le pourcentage de masse salariale par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Donc on reste toujours on est à 50% à peu près pour 2025-2026. Donc on reste inférieur à la moitié des recettes réelles de fonctionnement. Ensuite, les autres charges de gestion courante, 2 230 000 euros. On retrouve tout ce qui est subvention de fonctionnement au CCAS, même montant que l'année dernière, donc 600 000 euros. Les subventions pour les associations, 580 000 euros. Subventions au Festival du film, 250 000 euros. Les indemnités et frais des élus, 236 000 euros. Les redevances, brevets, logiciels et licences pour 216 000 euros. Et les bourses aux sportifs, 20 000 euros. Bien sûr, à chaque fois, je dis que les postes les plus importants, les plus grandes masses. Les charges financières, 830 000 euros. Voilà, un petit peu plus que l'année précédente, mais aucun nouvel emprunt n'est prévu pour 2026. Donc à l'écran, vous avez un tableau qui synthétise tout ce que l'on vient de voir avec les dépenses à gauche et les recettes à droite. On retrouve tous les montants que l'on a pu évoquer. On voit donc un total de dépenses réelles de 30 710 000 euros, les recettes réelles de 35 198 000 euros. Donc c'est la différence de ces deux lignes qui nous donne notre capacité d'autofinancement brut, ce qui nous fait 4 488 000 euros de prévu pour le BP 2026. À l'écran, vous avez l'évolution des 10 dernières CAF, capacités d'autofinancement brutes. Et ensuite, vous avez l'évolution de la capacité d'autofinancement net. Pour rappel, la différence, c'est le remboursement du capital de la dette.
Donc on estime une CAF nette de 2,4 millions pour 2026. Donc voilà pour le fonctionnement. Pour l'investissement, les recettes réelles, on est à 7 millions, quasiment 8 millions, 7 926 000 euros. Les subventions d'investissement en plus gros poste, enfin quasiment en plus gros poste, avec 2 millions, un peu plus de 2 millions. Ça va être les subventions déjà notifiées, notamment, enfin en grande majorité pour la construction du complexe sportif et événementiel au stade Paul-Audrin, mais aussi pour l'hôtel de police ou au CAL du Bec de la Vallée, et aussi les subventions à notifier en 2026, que l'on va voir dans les délibérations d'ailleurs suivantes, notamment pour le relamping des bâtiments de la ville, arrosage du centre équestre et les sanitaires de l'école de Bussy. En plus des subventions de 1 782 000, on a les amendes de police pour 250 000. Autre poste, les dotations, fonds divers et réserves, 2 186 000. On retrouve le FCTVA, donc ça c'est le remboursement de TVA par rapport à nos investissements de l'année précédente. Donc on estime pour 2026, donc sur les dépenses 2025, 2 126 000. Et on a en plus la taxe d'aménagement pour 60 000 euros. On a prévu des cessions d'actifs pour un montant de 3 708 000. Pour rappel, ce qui est prévu, c'est les bâtiments de la police municipale, police nationale, et les appartements notamment reçus dans les legs. Et donc pas d'emprunt de prévu dans les recettes d'investissement. Les dépenses. Dépenses d'investissement, on est à 18 432 000 pour 2026. Donc on prévoit en dépenses d'équipement 13 315 000, on va les détailler un petit peu après. Les restes à réaliser 2025, on est autour de 3 millions. Donc on a moins de restes à réaliser par rapport aux années précédentes. Et puis le remboursement du capital pour 2 085 000. Dans les dépenses d'équipement, pas de surprise, c'est exactement ce qui était indiqué dans le rapport d'orientation budgétaire lors du dernier conseil. Donc on va retrouver notamment des dépenses pour des investissements pour tout ce qui est bâtimentaire, avec le démarrage de l'opération des nouvelles serres, tout ce qui est honoraires, études et ingénierie relatives à la nouvelle piscine. Ensuite, on a tout ce qui est voirie, éclairage public, espace vert et réseau pluvial. Ça va être les rues comme Édouard VII, rue Gardinaire, et puis les autres rues du plan Marshall, comme la rue de la Malouine, de la Villesse-le-May, de Starnberg, Paul Valéry et d'autres. Génie civil, on a tout ce qui est maîtrise d'œuvre et travaux sur les falaises de la Sente littorale, 200 000 euros, et les études préalables à la réfection du quai de la Perle pour 120 000 euros. Et on a le centre équestre aussi, puisqu'on avait mis en place un PPI, donc pour 152 000 de prévus en 2026. Donc ça, c'était les investissements structurants. Et on retrouve les investissements courants, où on a toujours une enveloppe autour de 3 millions. C'est pour l'entretien du patrimoine et tout ce qui est équipement de service. On a mis quelques exemples sur la diapo. Donc les dépenses d'équipement affichées au budget primitif s'élèvent à 16 348 000 euros pour 2026, en intégrant les restes à réaliser de 3 millions. Un petit focus sur l'emprunt. Remboursement du capital prévu pour 2026, donc 2 085 000. On vous rappelle le capital restant dû au 31/12/2025, donc 23 900 000 euros. Ça concerne 17 lignes d'emprunt en cours et on a un taux moyen de 3,05%, donc taux moyen qui diminue puisqu'on avait fait nos derniers emprunts sur des taux variables indexés sur le livret A, et le livret A ayant baissé, on a un taux moyen qui diminue. Donc vous retrouvez sur les différents graphiques les remboursements d'intérêts et de capital en haut à droite, et en bas à gauche, le capital restant dû dans les années à venir sans nouveaux emprunts. Et donc une synthèse des investissements, dépenses à gauche, recettes à droite, où on retrouve tous les postes que l'on vient de
d'évoquer. Et donc, on présente un budget d'investissement en suréquilibre de 2 153 000. On vous a mis en rappel sur le côté la CAF brute, enfin la capacité d'autofinancement brute de 4 488 000, moins le remboursement du capital, soit une capacité d'autofinancement net de 2 403 000. J'ai terminé sur le budget ville, donc je pense qu'on peut passer aux questions et on verra les budgets annexes ensuite. Monsieur Toquin, Madame Porte ensuite. Madame Porte. Non, mais c'est... Ah bah vas-y. Oui, je ne peux pas m'empêcher, même si ce n'est plus vraiment le moment de le faire, mais comme je ne serai plus là non plus, comme M. de la Fournière, je ne peux pas m'empêcher de m'étonner qu'encore sur le budget 2026, on n'ait aucun centime de placé sur le centre social. Donc moi, je forme le vœu que quelle que soit l'équipe qui va sortir des urnes, vous vous empariez de ce dossier parce que ça devient problématique qu'on n'ait plus ce centre social. Le sujet a déjà été abordé au dernier conseil. Monsieur Toquin, c'est la même question? Oui, mais je vais répéter sans doute ce que j'ai déjà dit au dernier conseil municipal. Les échanges ont été très très longs avec le conseil départemental, entre autres. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai toujours pas d'avis officiel de sa part, mais plutôt des avis techniques en interne qui me laissent penser que le projet d'antenne du CEDAS va être favorable. Mais aujourd'hui, je ne peux pas l'annoncer officiellement. Voilà. Donc certes, on a perdu du temps, on a fait patienter les usagers, mais ça sera pour augmenter les services de l'équipement. Monsieur Toquin. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie pour votre réponse. C'est vrai que vous siégez au conseil départemental, mais on n'a pas vraiment de retour de vos travaux au département. Donc moi, ma question, c'est sur les cessions foncières. Vous avez prévu 3 708 000. Ça comporte quoi, ces cessions foncières? La maire 20. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les 2 hôtels de police, donc l'APM, la police municipale et la police nationale, puis les appartements des legs. Besoin d'autres explications? Monsieur Toquin. Quand vous parlez de dette, est-ce que vous pouvez nous donner la dette par habitant, s'il vous plaît? Alors, vous pouvez prendre la maquette budgétaire, c'est indiqué sur la première page. Mais le temps que je l'ouvre et le temps que... Mais vous l'avez sur la première page de la maquette. Ça marche plus, parce que j'ai quand même des chiffres du ministère de l'économie. La dette par habitant à Dinard est le double des communes similaires. Donc voilà, c'est juste une précision que je voulais apporter. Alors, elle est peut-être plus forte. Après, on a fait quand même beaucoup d'investissements. Et on sait que de toute façon, on va pouvoir les rembourser. Si on regarde notre taux d'endettement, il n'est pas du tout critique, puisqu'on n'est pas loin des 15. On doit être à 13, ou enfin, je ne l'ai plus exactement en tête, mais ce qu'il faut, c'est être surtout pas en dessous de 8. Et on est à 15, enfin, ou 13, 14. Enfin, on est plutôt en haut du classement. Voilà. Donc, pas d'inquiétude. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Nous, on est une ville de 10 000 habitants, mais surclassée 40, 50 000. Enfin, donc, pas comparer tout ce qui... Il faut comparer ce qui est comparable. Et je continue mon propos en corrélation avec cela, les chiffres toujours du ministère de l'économie. Les impôts locaux, en moyenne, les impôts à Dinard, en moyenne, c'est toujours pareil, les chiffres du ministère de l'économie, des villes de 10 000 à 20 000 habitants. Donc, nous, à Dinard, on est 700 € de plus par foyer en moyenne. Donc, vous voyez, donc la dette, on est pratiquement le double, et les impôts, 700 €. Donc, voilà, donc, à mon avis, cherchez l'erreur. Justement, vous avez bien répondu, puisque, en effet, on a sans doute plus de dettes par habitant, mais on a aussi plus d'impôts par habitant. Donc, si on met en parallèle, c'est justement, ça prouve ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'on n'a pas de risque financier. Et puis, pour rappel, les taux, nous, on n'a rien augmenté sur notre mandat. Les taux, ça
fait un moment, alors je ne suis pas remontée dans l'historique, mais ça fait un moment qu'ils sont à ce niveau-là. Et on sait qu'à Dinard, oui, les taux sont clairement assez importants. Monsieur Lafournière. Juste pour répondre à Monsieur Le Toquin, parce que je disais que ça faisait 20 ans que j'avais mis entre parenthèses la carrière politique locale, mais ce débat-là, on l'avait déjà à l'époque, à savoir que la dette divisée par le nombre d'habitants à Dinard, c'est pas pertinent, parce qu'il faut prendre la population globale DGF et non pas la population des résidents. Monsieur Le Toquin, vous êtes un vieux conseiller municipal comme moi. C'est quand même des trucs un peu usés de ressortir ce quota qui ne veut rien dire à Dinard. Voilà, et pour compléter ce que dit Thierry Lafournière, je rappelle qu'en population DGF bonifiée, on est près de 17 000 habitants de mémoire maintenant. Donc, il faut diviser par ces 17 000 habitants cette dette, monsieur. Il n'y a pas beaucoup, en fait, il n'y a pas beaucoup de villes comparables dans sa strate à Dinard, dans le reste de la France. Le chiffre global du ministère de l'économie ne tient pas compte des villes balnéaires et de ses spécificités. Donc voilà, c'est tout. On peut continuer ce débat ad aeternam. Il n'est pas très intéressant ni pertinent pour les Dinardais. Effectivement, monsieur Lafournière, c'est vrai que vous êtes un vieux baron de la politique à Dinard. Les taux, justement, vous y étiez, donc les taux qu'on a aujourd'hui, c'était de vos... On les a trouvés comme ça, et je me souviens même qu'à l'époque de Marius Mallet, les taux, on les avait pas augmentés. Ils étaient déjà très très hauts. Et c'est une situation historique qui vient d'une époque où effectivement les résidences secondaires et comment dirais-je, étaient une des ressources fiscales principales, et nos prédécesseurs avaient, à mon avis, à juste titre, parce que encore une fois, le fait d'avoir des résidences secondaires fait que nous avons des équipements surdimensionnés. Quand vous avez une benne à ordures qui doit aller jusqu'au bout du fin fond d'un boulevard où il y a 2 maisons, il faut bien y aller. Pareil pour le réseau d'eau. Donc tout ça relève d'une logique qui est imparable. Et juste pour compléter les réponses, donc certes, on a fait le choix de s'endetter pour accélérer le niveau d'investissement, mais je pense que tout le monde en a conscience chaque jour quand on déambule dans la commune, des travaux qui étaient attendus depuis quelques décennies, du reste sur l'espace public en particulier. Et pour permettre cet investissement, cet endettement, on a eu une gestion rigoureuse pendant ce mandat, comme j'ai déjà dit au dernier conseil municipal. On a dégagé en moyenne 800 000 euros par an d'épargne brute supplémentaire. Donc ces 800 000 euros d'épargne brute supplémentaire financent largement la dette qu'on a pu contracter depuis, en fait, et même au-delà. Madame Mervin, on poursuit. Donc, premier budget annexe, le service des eaux. Donc, recettes de fonctionnement, 1 300 000 euros. Dépenses de fonctionnement, 1 275 000, plus le résultat estimé de 2025 de 25 000, ce qui nous fait 1 300 000 euros également. Et pour les investissements, recettes de 275 496 euros, plus les restes à réaliser de 34 000 euros. Les dépenses, 1 182 639 euros, et les restes à réaliser de 57 249. Sur ce budget, on n'a pas d'emprunt en cours. Clairement, la plus grosse dépense, de toute façon, c'est l'achat de l'eau et la revente de l'eau. Et pour rappel, les travaux sont en partie subventionnés par l'agence de l'eau depuis 2023. Et il n'y a pas de... Si, il y a des agents, pardon, sur celui-ci, donc 3 agents. Des questions? Donc, deuxième budget annexe, l'assainissement. Je ne vais pas vous redire les chiffres, vous les voyez à l'écran. Ce qu'il y a d'important, c'est les investissements, mais déjà depuis 1 ou 2 ans, je ne sais plus, sur la canalisation de refoulement vers la plage de l'Écluse, la fameuse canalisation 350, prise en charge en partie par l'agence de l'eau.
Et puis justement, on va la revoir tout à l'heure avec la PCP sur une délibération suivante. Pas d'emprunt. Pardon. Ici, il y a 6 lignes d'emprunt, dont une qui se termine en 2026, une autre en 2027 et une autre en 2028. Et par contre, il n'y a pas d'agent sur ce budget. Des questions? Budget du port public. Les plus gros travaux ont été faits en 2025 avec le dragage. Et donc, on avait ouvert justement une APCP également. Donc, ce qui va nous permettre d'augmenter les recettes pour 2026. On a des emprunts, on a 3 lignes d'emprunt. Une qui se termine en 2028 et les 2 autres, c'est pour l'emprunt du dragage, donc qui se termine en 2041. La plus grosse dépense, on peut dire que c'est le carburant ou le personnel. Et donc, il y a 3 agents, mais surtout beaucoup de saisonniers. Des questions? Donc, dernier budget annexe, le festival du film. Donc ici, on n'a que du fonctionnement, il n'y a pas d'investissement. On arrive à un équilibre par la subvention de la ville à hauteur de 250 000 euros. Des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Je propose de faire budget par budget. Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Donc, adopter par chapitre et dans toutes ses dispositions le budget primitif 2026 du budget principal de la ville de Dinard, ainsi que des budgets annexes du service des eaux, de l'assainissement, du port public et du Dinard Festival du film britannique, et autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents s'y rapportant. Donc, concernant le budget de la ville, qui s'abstient et qui vote contre? Budget du service des eaux, donc, qui s'abstient et qui vote contre? Un con? Non? Pas de contre. Il n'y a pas de contre, on est d'accord. Donc favorable. Budget assainissement, qui s'abstient et qui vote contre? Donc, favorable. Port public, qui s'abstient et qui vote contre? Donc, favorable aussi. Et Dinard Festival du film britannique, qui s'abstient? Donc 4 abstentions. Et qui vote contre? Merci. Merci, Madame Mervin, pour l'adoption de ces budgets. Donc, point 4, maintenant, vote des taux des impôts directs locaux. Madame Mervin, encore. Donc justement, on parlait des taux tout à l'heure. Donc, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le maintien des taux sur leur niveau de 2025. Donc, pour rappel, la taxe foncière sur les propriétés bâties, 51,54%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, 58,92%. Je parle que de la part communale. Hein. Pour la taxe d'habitation, 18,40%. Vous avez à l'écran en plus les bases prévisionnelles fois les taux et le produit que l'on attend, qu'on a vu tout à l'heure dans le budget, pour un peu plus de 18 millions. Des questions? Monsieur Toquin. Oui, j'ai une question sur la taxe des 45%. Donc, moi, je vais m'abstenir parce que bon, je me suis abstenu déjà sur ce vote. Donc, je trouve pas logique d'avoir mis 45% de taxes sur les résidences secondaires. Alors, c'est pas soumis au vote. Là, on l'a mis juste pour information, mais c'est juste pour vous informer du montant total des... mais justement, c'est non soumis au vote. Là, on parle que des 3 taux que j'ai évoqués. C'est pour ça qu'il y a un petit renvoi 1 non soumis au vote. Voilà.
Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Décider de fixer les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'exercice 2026 en les maintenant à leur niveau de 2025. Bon, je ne vous rappelle pas les taux, je les ai dit tout à l'heure. Charger le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et de transmettre l'état 1259 complété aux services préfectoraux accompagné d'une copie de la présente décision lorsque cet état sera fourni à la mairie par les services de l'État. Donc, qui s'abstient et qui vote contre? Merci. Merci Madame Maire. 20.5 maintenant, toujours avec Marie-Claire, l'actualisation des APCP. Donc, pour rappel, les dépenses d'investissement peuvent faire l'objet d'une gestion en autorisation de programme, donc c'est le AP, et en crédit de paiement, le CP. Donc, les AP correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation. Donc, chaque AP comporte une répartition prévisionnelle par exercice des CP correspondants. Donc, pour rappel, on a 7 APCP sur la ville, une sur l'assainissement et une sur le port. Ce sont des montants généralement TTC. Et là, on va toutes les redescendre, mais pour simplifier, on a 3 APCP dont les montants diminuent, et les autres, c'est plutôt des décalages dans le temps. Donc, on a d'abord le parking souterrain, place de New-Quai, donc c'était la toute première APCP que l'on avait ouverte. Donc, c'est le budget global qui diminue, puisqu'on était à 10 056 000, on passe à 9 195 732. Et un petit décalage dans les crédits de paiement. Ensuite, le complexe événementiel et sportif Paul Audrin. On est toujours sur le même montant global, TTC, et c'est un décalage surtout entre 2025 et 2026. Pour les serres municipales, décalage également entre 2025 2026, de 2025 vers 2026 et de 2026 vers 2027. Les études opérationnelles pour la piscine, c'est le même montant, mais un décalage également, puisque les crédits de 2025 n'ont pas été consommés, donc ils sont décalés en 2026. Les travaux de voirie rue Gardinière, donc là on a une baisse de 3 680 667, on passe à 3 millions. Ensuite, Édouard VII, c'est un décalage. C'est un décalage dans le temps aussi, puisque le montant est identique. On a prévu un peu plus de crédit sur 2026, en fait. Le centre équestre, même montant, mais un décalage des crédits 2025 et 2026 vers 2027 et 2028. Pour les budgets annexes, donc le port, c'est une baisse de la PCP, de l'AP, puisqu'on était à 3 746 500. On termine à 1 979 415 €. Il reste un tout petit peu de crédit de paiement en 2026 pour 130 000. Et il nous reste la dernière sur le budget assainissement. Donc pour la canalisation de refoulement plage de l'Écluse, même montant au global. Et on décale les crédits de paiement de 2025 vers 2026. Des questions ? Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Approuver les actualisations des autorisations de programme et crédits de paiement telles que présentées précédemment. Et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents s'y rapportant. Donc, qui s'abstient? Monsieur Toquin. Donc, ça veut dire qu'on vote ce que vous nous avez présenté, c'est en global ou on vote un par un? Parce que moi, nous, au niveau de la piscine, nous, on votera contre. On peut faire un par un si vous préférez. Coupez le micro. Il n'y a que cet APCP qui pose... OK. Donc, on fait d'abord, du coup, cet APCP pour les études pour la piscine. Donc, qui s'abstient et qui vote contre? C'est noté. Et donc, pour toutes les autres, on peut faire au global. Tout le monde est d'accord. Donc, qui s'abstient et qui...
Non, mais J'ai pas compris. Est-ce qu'on fait point par point ou les autres, on peut les faire sur un... Ok, donc c'est bon. Donc j'ai retiré une APCP. Donc celle-là, on l'a votée. Est-ce que pour toutes les autres, on est d'accord pour voter au global ou je fais une par une? Au global. Donc au global. Donc qui s'abstient et qui vote contre? 1, 2, 3, 4. Merci Madame Mervin. Donc point 6, maintenant l'attribution du marché de fourniture de carburant pour la commune Frédéric Soyer. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, la ville de Dinard a procédé au lancement d'un marché en date de janvier 2026 en appel d'offres pour l'approvisionnement de carburant. Donc, il y a 4 lots et dans les 4 lots, ça correspond à des cuves qui sont situées en particulier soit au port, soit aux bâtiments communaux, soit à la propreté urbaine. Et donc, ces 4 lots sont identifiés comme vous pouvez le voir. Ces lots ont fait l'objet d'une étude et pour chacun des 3 premiers lots, il y a la possibilité d'avoir un vote multi-attributaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de sélectionner un seul prestataire, mais plusieurs prestataires pour les 3 premiers lots, sauf sur le 4e lot qui, lui, est mono-attributaire. Sur ces 4 lots, sur les 3 premiers lots, plusieurs entreprises ont postulé. Sur le lot 1, Total Energy, Bolloré Énergie, Bretéché Ouest et Armorine. Sur le lot 2, Bretéché Ouest et Armorine. Sur le lot 3, vous pouvez lire comme moi Total Energy, Bolloré, Bretéché, Armorine. Et sur le lot 4, Total Energy, Impact, Greenway et Bretéché Ouest. À l'issue de la concertation et à l'issue de la commission d'appel d'offres, les 3 premiers lots ont été attribués sur le lot 1 aux dites entreprises qui sont ici apparentes. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a une négociation qui est fixe, c'est-à-dire que chaque fois que l'on va réapprovisionner la cuve, on va faire des devis et chacun des prestataires va faire son offre et cette offre sera déduite d'un montant fixe, quelle que soit la durée du contrat. Enfin, durant tout le contrat, pardon. Donc, sur les lots 1, les 4 entreprises ont été sélectionnées. Sur le lot 2, les deux suivantes. Sur le lot 3 également, les 4 entreprises. Seul le lot 4 n'a pas été attribué en raison d'un report de manque de précision lors de notre analyse. Avez-vous des questions ? S'il n'y a pas de questions, le maire propose d'approuver la décision de la commission d'appel d'offres sur le choix des entreprises pour le lot 1 gazole, donc les 4 prestataires Total Energy, Bolloré, Bretéché et Armorine. Pour le lot 2, Bretéché et Armorine. Pour le lot 3, Total Energy, Bolloré, Bretéché et Armorine. Article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cet accord au nom de la commune. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci. Merci Monsieur Soyer. Et puis on reste avec vous pour l'attribution du marché d'eau potable sur diverses rues de Dinard. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, la ville a relancé un appel d'offres, un lancement de consultation en date du 16 décembre 2025 pour le marché des travaux d'eau potable sur les différentes rues de Dinard. Il s'agit d'un accord cadre mono-attributaire, des travaux sans minimum, mais avec un montant maximum annuel de 800 000 € pour une durée d'un an, reconductible 3 ans. Cette offre a été reçue dans les délais. Un seul groupement a répondu à cette offre-là, le groupement composé des entreprises Satec, Evin, Ouest TP, et qui est conforme au BPU. Les emplacements, il y a peut-être des photos, je crois, après, mais c'est un peu partout dans la ville. Voilà, donc la commission d'appel d'offres s'est réunie, la commande publique s'est réunie le 26 novembre, s'est réunie le 11 février 2026, en présence de M. Le Toquin, et a voté un avis favorable, donné un avis favorable. Y a-t-il des questions particulières sur cette délibération? Si vous n'avez pas... Guillaume. Oui, bonsoir, merci. Juste une question de lecture de la diapo, parce que sur la diapo, c'est marqué 3 millions de... Je ne pouvais pas être à la commission, je m'étais
faites excuser, 3 200 000 hors taxe maximum pour les 4 ans et on arrive à un montant de 4,8 millions indiqué dans la diapo. C'est le différentiel en fait sur le montant que je ne comprends pas. Donc, moi, j'ai un montant maximal annuel de 800 000, soit 8 fois 4, 32, 3,2 millions. Peut-être une petite erreur. Oui. Oui, parce que, alors si je peux me permettre, quand on fait un marché public, on fait le catalogue de la redoute, en fait. Si vous voulez, il y a un certain nombre de prix qui sont prévus, et le montant que vous voyez à 4,8 millions, c'est le montant total des prestations qui sont fixés en fonction d'un certain nombre de choses, des manchons, des machins, des trucs. Donc en fait, ça, c'est le catalogue. Et dans ce catalogue, on va limiter le montant des prestations au montant du marché. C'est clair ? Et je dirais en complément, merci Christian, j'avais un petit peu oublié dans cette étude, puisqu'il n'y avait qu'un seul prestataire qui a répondu, on a quand même challengé en fait ce prestataire en reprenant la règle des 80-20, c'est-à-dire qu'on a pris les 20% des articles qui étaient les plus consommés, en leur demandant, qui représentaient 80% des investissements, pour les rechallenger, pour leur dire non, là ici, faites des efforts, c'est bien beau d'être seul, mais si on peut aussi réduire les coûts, on a essayé de le faire, et on a réussi à baisser de 5%. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, attribuer le marché de travaux d'eau potable sur les différentes rues au groupement d'entreprises Satec, Evin, OSTP et Armor Forage. Et article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce marché au nom de la commune. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Merci, Monsieur Soyer. Point 8, donc il s'agit de l'attribution du marché relatif aux travaux de construction des serres et des bâtiments techniques. Et comme d'habitude, je vais quitter la séance pour me déporter, vu qu'il s'agit d'attribuer un marché à une entreprise du bâtiment, et laisser la présidence, confier la présidence à Madame Mervin. Merci, Monsieur le maire. Donc, attribution du marché relatif aux travaux de construction des serres et bâtiments techniques. Donc, relance du lot numéro 7 du marché 2025-29, donc procédure 2026-02-17. Madame Catherine Cabot. Alors, bonjour à tous. Il s'agit donc, dans cette délibération, de l'attribution du lot 17 serres horticoles du marché de construction des serres municipales. Vous vous souvenez qu'au conseil municipal de décembre, nous avions attribué les lots 1 à 16 et le lot 17 avait été déclaré sans suite, un des candidats n'ayant pas répondu dans les délais impartis à la demande de maintien de son offre. Donc, la commission de suite contrat réunie le 13 février 2026 a décidé d'attribuer ce lot 17, donc serre horticole, à l'entreprise Desforges France pour un montant d'offre de base plus variante de 1 036 554,21 € hors taxe, soit 1 243 865,05 TTC. La variante consistant à relier les serres entre elles pour éviter la multiplication des piliers intérieurs. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, attribuer le lot serre horticole à l'entreprise Desforges France pour un montant d'offre de base plus variante de 1 036 554,21 € hors taxe, soit 1 243 865,05 € TTC. Article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer les documents relatifs à ce marché au nom de la commune. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Combien d'abstentions? 3 abstentions. Des votes contre? Merci. Pardon. Merci, Madame Cabot. Est-ce que quelqu'un peut faire rentrer le maire, s'il vous plaît? Revenir.
Merci Marie-Claire. Point 9, déclassement des parcelles cadastrées. Avec Monsieur Fontaine. Monsieur Toca. Juste, merci Monsieur le maire. Je voulais revenir sur la délibération précédente pour apporter plus de précision, comme Monsieur Fontaine. Donc c'est vrai que lors de cette commission-là, le DQE était bien de 4 880 000. Donc c'est ça, le DQE. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci sur les chiffres. Merci pour votre précision. Monsieur Fontaine, justement, avec le point 9. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc on va procéder donc au déclassement d'une parcelle, enfin de plusieurs parcelles en l'occurrence, au profit de la communauté de communes pour l'exploitation de l'ancien site des déchets, afin de procéder à la pose d'un équipement qui va assurer donc la protection, qui va assurer la production et pas la protection de la production d'énergie électrique via. Alors, vous allez voir que les deux délibérations vont se succéder. La première, c'est celle qui consiste à déclasser. Vous savez bien que quand il y a un domaine, il y a un bien public, pour pouvoir le vendre, il faut d'abord normalement le désaffecter. D'ailleurs, la chronologie, c'est désaffectation, déclassement et la vente. Donc là, vous avez deux délibérations, celle qui concerne donc la désaffectation, le déclassement, pardon, et la vente. La désaffectation étant déjà de facto, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de déchets qui sont enterrés à cet endroit-là. Donc, ceux qui assistaient au conseil communautaire, on a un certain nombre dans cette salle, c'est une délibération qui est passée au conseil communautaire, la délibération de principe, bien sûr, puisque tant qu'on n'avait pas décidé, nous, au niveau de Dinard, de vendre cette parcelle, la décision du conseil communautaire était une décision de principe. Donc, l'objectif ici de cette délibération, c'est donc de vendre, d'abord de déclasser, excusez-moi, les parcelles P110, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, qui font partie du siège de la CCCE, enfin du moins des ordures ménagères, mais également, ainsi que les parcelles P5, P6, P148, 261 et une portion des parcelles P7, P9, P10, P11, P17, P13, qui correspondent à une ancienne voie publique. Vous avez sous les yeux l'ensemble des biens, enfin des parcelles concernées, qui représentent environ 7,7 hectares. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, donc le maire propose, au nom de cette délibération, donc de déclasser du domaine public communal les parcelles ou parties de parcelles qui accueillaient l'ancienne décharge publique, à savoir les parcelles P5, P6, P7, P8, P7P, P8, P9, P10P, P11P, P13P, P17P, P148 et P261, de constater ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la désaffectation de longue date de la voirie communale située à l'ouest des parcelles 148 et 261, et en conséquence de déclasser du domaine public sans enquête préalable conformément à la voirie routière. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à ces déclassements. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci, Monsieur Fontaine. Et on reste avec vous pour le point 10, cession des parcelles cadastrées également, cette fois-ci. Donc on est dans le même registre, mais cette fois-ci, une fois qu'on les a déclassés, enfin désaffectés, déclassés, comme je disais tout à l'heure, eh bien maintenant nous allons pouvoir les vendre à nos collègues de la communauté de communes pour l'euro symbolique. Est-ce que ça suscite des questions? Bon, dans ce cas, le maire propose au conseil municipal d'approuver la cession des parcelles, je recommence, P5, P6, P7, P7P, P8, P9P, P10P, P11P, P13P, 17P, 148, 261, ainsi que l'ensemble des parcelles non cadastrées correspondant à l'assiette de l'ancienne voirie comprise au droit des dites parcelles, située à Dinard, représentant une surface d'environ 7 hectares 7, conformément au plan annexé, ce que vous avez sous les yeux à la délibération, le tout pour l'euro symbolique à la communauté de communes de la Côte d'Émeraude, étant entendu que les frais afférents à cette acquisition seront à la charge de l'acquéreur. Préciser que cette cession se substitue pour les emprises concernées à la mise à disposition formalisée par le PV de transfert du 22 décembre 2015 et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette cession. Des abstentions? Des votes contre? Merci.
Merci, Monsieur Fontaine. Point 11, toujours avec vous. Également, le bilan des acquisitions et des cessions opérées pour l'exercice 2025. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. J'imagine que vous avez pris connaissance voilà, de l'ensemble des ventes et des achats qui se sont et des legs qu'on a eu. Toutes ces, comment dirais-je, tous ces biens ont fait l'objet de délibérations. Nous avons voté. Donc c'est juste on prend acte de ces éléments-là. Ça suscite des questions. Donc le maire propose au conseil municipal d'approuver le bilan cité des acquisitions et décisions opérées au cours de l'année 2025. Je vous remercie. Merci, Monsieur Fontaine. Point 12 maintenant. L'information du conseil municipal relative aux contentieux engagés par ou contre la commune. Monsieur Fontaine. Il y a moyen d'afficher, oui, voilà, c'est ça. Donc vous avez sous les yeux, vous avez un détail, vous avez dû en prendre connaissance, des 4 pages qui vous ont été fournies sur les différents contentieux qui sont aujourd'hui existants dans cette ville. Ce qu'on peut dire, c'est que 80%, pour ne pas dire 90%, même 90% des contentieux sont liés au permis de construire ou aux déclarations de travaux, donc pour faire court à l'urbanisme. Et c'est ce qui suscite soit le tribunal de Rennes, soit carrément la cour d'appel selon les lois de dossier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est nominatif et je ne suis pas sûr que ce soit le lieu pour le faire. Vous avez connaissance de toute façon de manière individuelle de l'ensemble des dossiers. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? Même Guillaume. Bricot. Après, le contenu des dossiers, il n'y a pas de problème. Hein. S'il n'y a que ça, on peut vous les fournir. Mais ça tient quand même des dossiers donc, qui sont au tribunal, pour la plupart. Hein. Disons en contentieux de manière générale. Donc, ce n'est pas des choses qu'on expose sur la place publique, mais il est bien évident que vous, en tant qu'élu, vous avez accès à tout ça. Hein. Ça ne pose aucun problème. Donc, comme il s'agit... Oh, zut, excusez-moi. Il s'agit simplement de prendre donc acte des informations jointes à la pressante délibération pour les contentieux en cours, les décisions de justice qui ont été rendues entre le 1er janvier 2024 et la période du 31 décembre 2025. Je vous remercie. Merci, Monsieur Fontaine. Point 13. Toujours avec vous, donc la prorogation de la convention avec le département pour le Conseil en architecture et urbanisme de l'Ille-et-Vilaine. Alors là encore, on fait référence à quelque chose qui existe depuis de nombreuses années, puisque une personne, le conseil départemental, met à disposition un architecte qu'on appelle un architecte conseil. Et donc il y a une convention qui lie la ville à ce département via cet architecte qui est mis à disposition de la collectivité pour aider les particuliers à traiter parfois les difficultés qui peuvent se rencontrer sur les permis de construire. Alors à titre d'information, la fréquence de présence, en l'occurrence d'une femme, hein, c'est en règle générale 2 fois par mois. Et à titre d'exemple, elle prend 3 ou 4 rendez-vous tous les 15 jours, ce qui représente 20 fois par an, à peu près en moyenne. Hein. Et ce qui représente, si vous faites 20 fois 3-4 dossiers, ben, ça vous fait entre 60 et 80 dossiers par an. Quoi. Voilà. Donc c'est le renouvellement de cette convention. Des questions? Madame Guillaume. Là, les dossiers que vous évoquez, ce sont des dossiers de particuliers? Et la ville peut les solliciter aussi? Est-ce que la ville a déjà sollicité le CAU pour des dossiers propres, municipaux? Parce que c'est dans leur mission aussi. Oui, effectivement, ça nous arrive, bien sûr. On travaille également, bien sûr, avec l'architecte des bâtiments de France sur des dossiers qui sont plus sensibles quand ils sont soumis à l'avis de cet architecte. Mais bien sûr qu'on prend aussi la tâche de cette personne quand nous avons besoin d'éléments et puis de conseils, tout simplement, dans le cas des dossiers, oui. Ça peut nous arriver. Mais là on n'a pas le ratio. Enfin, c'est d'une façon générale et de façon peut-être moins formelle. On n'a pas, par exemple, sur 5 dossiers cette année, ils ont été sollicités. En tous les cas, je n'ai pas le détail. Mais on peut vous le donner, encore une fois. Là, c'est pareil. Et toutes les permanences de cette personne sont prises sous rendez-vous et comment dirais-je,
et la teneur des dossiers sur lesquels les rendez-vous sont pris. Donc, par détail, on peut vous dire exactement ce qui s'est passé à telle date, sur quel dossier elle est intervenue. De toute façon, ça fait partie de la convention. On est tenu, de toute façon, au travers de la convention, d'avoir des comptes rendus qui nous permettent justement de justifier de la facturation de cette personne via notre partenaire du conseil départemental. Madame Guillaume. Oui, juste une question d'ordre plus général. On sait la situation des CAU actuellement, qui est assez difficile pour plusieurs. Au niveau de celui d'Ille-et-Vilaine, ça va. Je sais que celui de Saint-Brieuc, il y a des difficultés. C'est pas le seul, non? Parce qu'on se réengage pour l'année, là. C'est d'ordre général et public. Hein. Le CAUE, c'est public. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans le département des Côtes-d'Armor, mais oui, c'est vrai que c'est un service qu'il faut absolument conserver parce que, autant pour les particuliers, même pour la collectivité, ça nous permet aussi de trouver un point d'équilibre. Et donc, on peut souhaiter qu'une seule chose, c'est que, quel que soit le département, ce service rendu à la population et aux collectivités puisse perdurer. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut espérer le plus possible. Cette fois-ci, c'est moi qui m'auto-censure. Des questions? Des observations? Donc, s'il n'y a ni questions ni observations, le maire propose donc à son conseil municipal d'approuver le projet d'avenant prorogeant la convention actuelle d'une durée d'un an, à savoir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, excusez-moi, sans modification autre que la date de la fin de validité, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cet avenant de prolongation dans le cadre de la convention qui nous lie jusqu'au 31 décembre 2026. Des votes contre? Des abstentions? Merci, Monsieur Fontaine. Point 14, l'approbation et engagement de la ville de Dinard au plan de mobilité active de la communauté de communes Côte d'Émeraude, qui est cher au cœur de Thierry Lafournière. Donc, c'est lui qui va présenter la délibération. Alors, depuis 2021, la communauté de communes de la Côte d'Émeraude est l'autorité organisatrice de la mobilité. Elle porte la construction d'un plan de mobilité simplifié dont l'un des axes est consacré au développement des modes actifs. À ce titre, je ne ris pas, la CCCE a décidé de construire son plan de mobilité simplifié, PDMS, à partir de 2023. Le programme d'action du volet transport en commun intermodalité, dit plan de mobilité PDM, a été voté en conseil communautaire le 27 mars 2025. Le programme d'action du second volet, mobilité active, dite PDMA, a été voté lors du conseil communautaire du 29 janvier 2026. L'addition de ces deux programmes d'action compose le plan de mobilité simplifié PDMS. Bon, on ne rit pas. Cette nouvelle programmation du PDMA structure et élargit la politique en faveur du développement des modes actifs sur la communauté de communes en s'appuyant sur des principes forts. Élargir le plan d'action de la CCE à l'ensemble des modes actifs plutôt qu'au seul cycle, c'est-à-dire les déplacements alternatifs aux déplacements motorisés, marche à pied, vélo, trottinette, roller. Dépasser la démarche adoptée jusqu'à ce jour reposant principalement sur la création d'aménagements modes actifs. Développer des interactions étroites entre la CCCE et les communes pour améliorer le déplacement des utilisateurs de modes actifs en assurant davantage de cohérence entre les infrastructures indépendamment du maître d'ouvrage. Plus précisément, 6 des 16 actions prévues relèvent au moins en partie de compétences communales, notamment en matière d'aménagement et d'équipement dédiés aux modes actifs. À ce titre, la ville de Dinard s'est déjà fortement engagée en faveur des mobilités actives, avec le financement et la pérennisation du dispositif Savoir rouler à vélo pour l'ensemble des élèves de CM2, l'adoption et le déploiement du forfait mobilité durable pour les agents et la mise à disposition de vélos à assistance technique pour les déplacements professionnels. Les programmes d'aménagement
cyclables dans les projets de requalification de la voirie, exemple de Édouard VII et du boulevard de la Mer, le développement accru de stationnement sécurisé pour les cycles, 264 nouvelles places sur les 5 dernières années, un déploiement d'arceaux mobiles, une signalétique adaptée ou encore des événements spécifiques, Dinard Bicycle, conférence sur les mobilités. Le plan d'action communautaire prévoit également la mise en place d'un dispositif de coopération entre la CCCE et les communes, reposant principalement sur un accompagnement technique et financier. Améliorer le déplacement des usagers de modes actifs dépend donc d'une mobilisation de la communauté de communes de la Côte d'Émeraude et de ses communes. Fort de ce constat, chaque commune est invitée à consolider cet engagement en adoptant le programme d'action du PDMA 2026-2030, objet de la présente délibération et dont le contenu est détaillé en annexe. Y a-t-il des questions? Madame Guillot. Juste une observation, le plan qui est présenté m'enthousiasme plus que la présentation qui en est faite. Voilà. Vous remarquerez qu'il y avait 2 tons, ce qui concernait la CCE et la ville. Bien, il y a donc, à part cette remarque, certes pertinente, vu la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, vu les différentes délibérations du Conseil communautaire et de la commune, vu la synthèse du programme d'action du plan des mobilités actives 2026-2030 joint en annexe, considérant que le report modal de la voiture individuelle vers les modes actifs constitue une des réponses à la diminution des effets de gaz à effet de serre, objet du futur plan climat-air-énergie territorial de la communauté de communes, Côte d'Émeraude. Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, approuver l'engagement de la commune sur les actions du PDMA, la concernant, en vue de contribuer au développement cohérent des actions en faveur des modes actifs sur le territoire. Article 2, approuver le programme d'action 2026-2030 du plan des mobilités actives de la communauté de communes Côte d'Émeraude. Article 3, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout acte relatif à ce dossier. Donc on soumet au vote, je suppose. Alors, qui est pour? Qui est contre? Bon, allez. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup pour cet engagement concret vers les mobilités douces. Merci, monsieur de la Fournière. Donc, point 15, maintenant, approbation de l'opération de la réfection des sanitaires du bâtiment D de l'école de Bussy et de ses modalités de financement en vue d'une demande de subvention de dotation d'équipement des territoires ruraux pour l'année 2026. Monsieur Fontaine. Merci, monsieur le maire. Voilà, je suis content parce qu'on a mis le plan à l'écran. Je pensais qu'il n'y était pas. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait au travers de cette délibération? Eh bien, on va essayer d'aller chercher des sous auprès de l'État, en l'occurrence 30% de l'opération, 30% hors taxe de l'opération, sachant que le montant de l'opération est estimé à 93 000 euros. Et pour faire court, on va chercher 28 000 euros auprès des services de l'État dans le cadre de la dotation des équipements aux territoires ruraux. Ces travaux, ça consiste... Alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que ces travaux donc, sont faits à l'école de Bussy, Claude Debussy, et donc ont été faits, j'ai envie de dire, en collaboration, mais surtout en partenariat entre nos services et puis les enseignants et puis le directeur. Et est sorti le document que vous avez sous les yeux, sur lequel, en fait, il y a tout un réaménagement qui est fait, qui concerne donc, pour partie, une buanderie, enfin, des surfaces de rangement lorsqu'il y a du sport, un accès WC-PMR qui n'existait pas, c'est la partie centrale et légèrement en jaune et en orange que vous voyez sur la partie médiane donc, du plan. Et puis, en fait, également, ce que vous voyez en périphérique et en mauve, eh bien, c'est l'isolation du bâtiment.
Donc voilà en quoi consistent ces travaux d'un montant d'environ 90 000 euros et pour lequel nous allons, encore une fois, chercher une subvention d'environ 30%. Voilà l'objet de la délibération. Est-ce que vous avez des questions? Madame Guillot. Juste une observation, c'est un dossier sur lequel j'ai travaillé à l'origine et je pense qu'il était largement temps parce que l'état des sanitaires était proprement honteux. Voilà. Alors, le dossier s'est fortement accéléré depuis que les délégations ont été confiées à Kevin Stanbacher. J'ai envie de dire, quand toutes les bonnes volontés s'alignent et s'associent, eh bien effectivement, les dossiers avancent. Et c'est le cas pour celui-là. Je vous remercie tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? S'il n'y a pas de questions et s'il n'y a pas d'observations, le maire donc propose d'adopter un projet de cofinancement du projet de réfection des sanitaires du bâtiment de l'école de Bussy. Cette opération relève du point 1A des bâtiments scolaires éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on appelle la DETR, d'approuver le plan de financement estimatif relatif à la réfection des sanitaires du bâtiment T de l'école de Bussy et de solliciter une subvention auprès de l'État, ce qu'on disait tout à l'heure, pour l'exercice 2026 au titre de la dotation DETR à hauteur de 30%, soit 27 850,48 € hors taxe dans le cadre des opérations éligibles de la catégorie des bâtiments scolaires. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ok, une demande de subvention aussi pour le point 16, mais cette fois-ci une demande de soutien à l'investissement local auprès de l'État également pour une opération de relamping dans les différents bâtiments de la commune. Merci, monsieur le maire. Voilà, merci. On a affiché comment dirais-je, les lieux où on va vous proposer ça. Donc, vous savez ce que c'est le relamping, hein, c'est tout simplement le changement des points lumineux au profit d'équipements beaucoup plus économes en énergie. Et donc, vous avez sous les yeux les différents endroits où c'est proposé. Vous avez l'auditorium Boutet, vous avez les écoles, la maison des jeunes de l'Hotspot, le COSEC 1 et 2, une partie de la mairie, la médiathèque, les bâtiments communaux et la propreté urbaine, ainsi que le Palais des Arts et du Festival. L'ensemble de cette opération relamping est loin d'être négligeable puisqu'elle représente 268 000 euros et que nous allons chercher cette fois-ci une participation à hauteur non plus de 30%, mais de 80%, c'est-à-dire la part à charge de la ville est de 20%. Donc voilà l'objectif. Et sur ce montant de 270 000 euros, hein, pour faire court, on essaie d'aller chercher 214 000 à l'État, auprès de l'État, pardon, et la collectivité paierait 54 000 euros. Voilà. Est-ce que vous avez, nonobstant, qu'indépendamment de cette dépense qui concerne évidemment l'investissement, je vous fais remarquer également que comme c'est du relamping, eh bien sûr il y aura des économies d'énergie et donc une facture électrique qui va en diminution pour la collectivité. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, donc le maire propose à son conseil municipal d'adopter le projet de cofinancement du projet de travaux de relamping des bâtiments de la ville. Yes, what do you want? Relamping. Donc je reprends, monsieur le conseiller. Merci. Remplacement d'ampoule en français. Ouais, d'accord. Vous souhaitez qu'on fasse toute la lumière sur ce dossier-là, monsieur? D'accord. Alors nous sommes au firmament et au filament de la lumière, cher ami. D'accord? On repart. Adopter le projet. Merci Thierry. Adopter le projet de financement, de cofinancement du projet de travaux de relamping des bâtis de la ville de Dinard. Cette opération relève de la catégorie rénovation thermique, transition écologique, développement des énergies renouvelables. C'est donc éligible à ce titre à la dotation de soutien de l'investissement local, ce que j'appelle la DESIL, d'approuver le plan de financement estimatif relatif à ces travaux du bâti comme suit, ce qu'on vous a présenté, et de solliciter une subvention auprès de l'État pour 2026 au titre de la dotation des soutiens d'investissement à la DECIL, dans le projet susmentionné à hauteur de 80%, soit 214 793,60 € hors taxe, des opérations éligibles dans le cadre du volet de rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables. Des abstentions?
Des votes contre. Je vous remercie. Merci, Monsieur Fontaine. Et maintenant, donc, demande de subvention également, mais cette fois-ci pour l'arrosage des terrains du centre équestre et validation du projet également avec Catherine Cabot. Merci, Monsieur le maire. Donc, la ville de Dinard a pour projet de rénover le système d'arrosage du terrain d'honneur du centre équestre du Val-Poré, dont elle assure l'entretien et qui accueille, comme vous le savez, les concours hippiques et saut d'obstacles et le jumping international. Les travaux doivent permettre de fiabiliser l'arrosage, de l'uniformiser sur le terrain, tout en réduisant les consommations d'eau. La ville souhaite être accompagnée dans les dépenses de ce projet par un cofinancement de la préfecture dans le cadre de la DECIL, dotation de soutien à l'investissement local, et de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux. La présente délibération a pour objectif d'autoriser ces demandes de subvention pour 2026. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, adopter le projet de cofinancement du projet de rénovation de l'arrosage du centre équestre. Cette opération relève de la catégorie rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, éligible à la dotation de soutien à l'investissement local, DECIL. Article 2, approuver le plan de financement estimatif relatif à la rénovation de l'arrosage du centre équestre, comme dans le tableau suivant. Article 3, solliciter une subvention de l'État pour l'exercice 2026 au titre de la DECIL au taux de 55%, soit 66 000 € hors taxes, des opérations éligibles dans le cadre du volet de rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables. Article 4, solliciter une subvention de l'État pour l'exercice 2026 au titre de la DETR au taux de 25%, 30 000 € hors taxes, des opérations éligibles dans le cadre de la catégorie de rénovation énergétique des ERP, établissements recevant du public. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci. Merci, Catherine Cabot. Point 18, convention de lecture publique avec le département et la communauté de communes Côte d'Émeraude. Vincent Rémy. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Le département et la CCCE sont liés depuis 2019 par une convention d'objectifs sur la lecture publique. Alors, cette convention est arrivée à échéance en 2023 et depuis cette date, la CCE, CE et le département et nos communes travaillent à son renouvellement pour produire un projet collectif. Alors, la nouvelle convention définit des objectifs communs. Premier objectif, maintenir la qualité et la pluralité des offres de lecture publique sur le territoire en garantissant des collections diversifiées. En gros, tout le monde n'achète pas les mêmes livres. Second objectif, renforcer le rôle social des bibliothèques, favoriser l'accès au public éloigné. Je rappelle que Dinard a été pilote en établissant en février 2024 la gratuité pour tous à la médiathèque L'Ours et en prenant d'autres mesures, notamment en matière numérique. 20% des Français déclarent toujours avoir des problèmes avec le numérique et c'est préoccupant à l'heure de la dématérialisation des démarches administratives. Donc les bibliothécaires de la Côte d'Émeraude améliorent l'accompagnement des usagers dans ce domaine. Et là encore, Dinard a été pionnière. Troisième objectif, encourager la complémentarité des fonds. Il faut que les livres circulent. C'est en cours avec la prochaine création d'une navette entre les différentes médiathèques et bibliothèques du territoire pour faire circuler les livres. Et quatrième objectif, aller vers des usages plus sociaux de l'environnement, réfléchir à un devenir plus vertueux des documents qui sortent des collections avec des dons aux associations et aux partenaires de l'économie solidaire. Cette nouvelle convention valable pour 3 ans, 2026-2028, a déjà été approuvée par le département et la CCCE et doit être validée par les conseils municipaux, ce que je vous propose de faire ce soir. Y a-t-il des questions ? Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, approuver la convention de lecture publique 2026-2028. Article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer la convention de lecture publique avec les communes de la CCCE, la CCCE et le département d'Ille-et-Vilaine et tout document afférent à cette décision. Des votes contre, des abstentions. Merci. Merci, Monsieur Rémy.
et vous gardez la main pour la création d'un poste non permanent de chargé logistique technique suite à un accroissement temporaire d'activité. Alors, cette délibération, comme la suivante, ces deux délibérations sont passées chaque année pour créer les postes nécessaires au bon fonctionnement du Festival du film britannique et irlandais. En effet, il existe un poste de directrice technique à l'année qui est complété par des contrats de plus courte durée entre avril et décembre. Donc, le premier poste de cette délibération 19 est celui de chargé de logistique technique de catégorie B, prévu d'avril à décembre, 9 mois. Il est annualisé à 35 heures, c'est-à-dire qu'il y a davantage d'heures effectuées de juillet à octobre et moins sur les autres mois. Sa mission principale est de coordonner tous les prestataires techniques, son, projection, décoration, traiteur, etc. Voilà. Et de gérer le matériel et les plannings. Y a-t-il des questions ? Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, créer un poste non permanent de chargé de logistique technique à temps complet, annualisé, 35 heures hebdomadaires, entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026, sur le motif d'accroissement temporaire d'activité. Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel du cadre d'emploi des rédacteurs catégorie B. La rémunération correspondra au cadre d'emploi concerné. Article 2, prévoir les crédits au budget de la commune. Article 3, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. Vote contre, abstention, adopté. Merci. Merci, Monsieur Rémy. Et Deuxième poste. Ouais, toujours. Monsieur Rémy, toujours. Allez-y. Deuxième poste d'une durée plus courte, 5 mois, chargé de logistique artistique et de programmation, qui contribue à la préparation des sous-titrages, des copies, des salles de projection, alimente le logiciel de gestion zone festival. Ce poste est Ces deux postes sont équivalents à ceux créés en 2025. La masse salariale prévue est inchangée. Y a-t-il des questions ? Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, créer un poste non permanent chargé logistique, artistique et programmation à temps non complet, annualisé, 28 heures hebdomadaires, du 1er juin 2026 au 31 octobre 2026 pour accroissement temporaire d'activité. Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel du cadre d'emploi des adjoints techniques catégorie C. La rémunération correspondra au cadre d'emploi concerné. Article 2, prévoir les crédits au budget de la commune. Article 3, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. Abstention. Vote contre. Adopté. Merci. Merci, Vincent Rémy. Point 21, création d'un poste permanent responsable des moyens généraux. Madame Mervin. Donc, considérant le besoin de regrouper les fonctions d'accueil, de l'entretien des locaux et de l'intendance de la mairie, et suite aussi à des départs en retraite, il convient de créer un poste de responsable des moyens généraux. Donc, les missions principales, vous les avez à l'écran. Donc, entretien des bâtiments, organisation logistique, protocole et intendance, accueil de l'hôtel de ville, achat et gestion des fournisseurs, management et coordination des équipes. Est-ce que ça appelle des questions? Monsieur Deslandes. Voilà. Est-ce que ce poste va correspondre à la suppression d'un autre poste, puisque c'est suite des parents en retraite? Oui. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai précisé suite à des départs en retraite. En fait, on a 2 départs en retraite et l'idée, c'est de mutualiser les services que j'ai pu évoquer. Donc, Une deuxième question. Donc, cette personne responsable sera rattachée à quelle organisation, quelle personne? alors, pour le moment, au DGS. Voilà. Merci. Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Créer un poste permanent de responsable des moyens généraux. Cet emploi sera pourvu par un titulaire appartenant au cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d'emploi concerné. En cas de recherche infructueuse de fonctionnaires, cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article L. 332-8
2 du Code général de la fonction publique. L'agent ainsi recruté sera chargé des missions indiquées ci-dessus, prévoir les crédits au budget de la commune et autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. Donc, qui s'abstient et qui vote contre? Merci. Merci, Madame Mervin. Point 22, modification partielle du tableau des effectifs 2026. Marika Mervin. Donc, là, c'est pour des créations de grades suite à des remplacements, suite à des départs en retraite ou des mutations ou encore des arrêts pour longue maladie. Donc, on a 2 grades pour des adjoints administratifs, 3 pour adjoints techniques et 1 pour adjoint technique principal de 2e classe. C'est notamment état civil, droit de place, menuiserie et puis ASVP. Donc le nombre global d'agents sur emploi permanent budgété au tableau des effectifs du budget de la commune par suite des recrutements est égal à 363 et le nombre en équivalent temps plein des agents titulaires au 1er février 2026 est de 277,67, donc soit un peu moins qu'il y a un an. Des questions? Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes, donc modifier le tableau des effectifs comme j'ai pu l'évoquer, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents. Donc, qui s'abstient et qui vote contre? Merci. Merci, Madame Mervin. Dernier point de l'ordre du jour, donc le compte-rendu des décisions du maire depuis le dernier conseil municipal. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît, Monsieur Le Toquin? Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, moi, ma question concerne la 022. Attribution de marché, mission de contrôle technique pour la construction d'une piscine au COSEC, Bureau Veritas Construction, pour un montant de 43 032 € TTC. Encore une autre étude pour la piscine au COSEC. Monsieur Fontaine. Ce n'est pas une étude complémentaire, hein, enfin supplémentaire. Non, si, c'est pas une étude supplémentaire, c'est une étude complémentaire qui est indispensable puisque c'est le contrôle technique tout simplement. Et ça, c'est vrai dans tous les dossiers, que ce soit une piscine, que ce soit les serres municipales, que ce soit n'importe quel équipement, on a besoin d'avoir des bureaux qui vont garantir effectivement, eh bien, la bonne réalisation des travaux. Voilà. Donc c'est pas des travaux supplémentaires. Et à titre d'information, j'ai ma voisine de droite qui me dit qu'effectivement, et je vous le précise, dans le cadre de l'APCP, c'est-à-dire la programmation des travaux, ces missions-là sont prévues dans le cadre de l'APCP, dans le financement de l'APCP. Voilà. Question sur la décision du maire, Monsieur Le Toquin. Oui, attendez, je la trouve ça sur une dépense, la dépense. Où est-ce qu'elle est celle-là? C'était par rapport à un traiteur 7000. Où est-ce qu'elle est celle-là? Oui, c'est la soirée cabaret qui a eu lieu au COSEC il y a une quinzaine de jours. Oui, soirée Cotton Club Show le 14 février. Donc il y a une dépense de 7 744 € pour 220 menus. Est-ce qu'on a les détails des recettes? Parce que bon, voilà, il y a une dépense et on doit avoir des recettes en face. Exactement, bonne question, Monsieur Le Toquin. Voilà. Monsieur Rémy va vous répondre. Ce serait bien d'avoir un tableau Vous n'avez pas justement avec les recettes et les dépenses. On n'a qu'une dépense, mais on va bien voir les recettes en face aussi, quoi. Parce de que mémoire, on a fait... apparemment, le coût était de 59 € par personne. Donc voilà, de savoir le coût exact, combien que ça coûtait. Fois 220 personnes présentes de mémoire à peu près. Enfin, Monsieur Rémy va compléter. Je vais vous donner tous les chiffres, Monsieur Le Toquin. Donc ça a été un formidable spectacle. Je ne sais pas si vous y étiez, vous avez apprécié, vous avez payé 59 €, mais comme tout le monde, mais sans les boissons supplémentaires, sans les boissons. Ouais, donc voilà, donc ça permet de partir, de rentrer sobre chez soi. Il s'agit de la convention passée avec le traiteur, 220 repas à 35,20 €, soit 7 744 €. Il faut ajouter à cela le prix de cession du spectacle, 7 000 € TTC. Pas très cher hein, pour des artistes professionnels qui ont travaillé, qui sont venus travailler en plusieurs sessions à Dinard avec des amateurs. Soit un total de 14 744 auquel il faut ajouter environ 2 000 € de frais de droit pour les musiques et un peu de location de matériel. Et ben, les recettes, 12 980 €.
Le reste à charge pour la ville, 3 500 €. Voilà. Et beaucoup de bonheur pour pas mal de gens. Merci. Y a-t-il d'autres questions sur les décisions, Monsieur Le Toquin? Oui, alors, ça concerne la 034, là, c'est approbation relative à un devis d'un parking Roger Vercel. Donc ça, c'est la rue qui descend sur la plage de Saint-Eunogat, là. Mhm. Donc j'ai bien compris que c'était pour faire un parking végétalisé, mais vous savez très bien, on est toujours sur des vents dominants au nord-est et on a toujours des paquets de sable qui arrivent. Donc est-ce que c'est judicieux de faire justement un parking végétalisé? C'est pas ça? C'est pas ça qu'ils veulent faire? Je sais pas. Je pose des questions parce qu'il y a quand même 13 516 € 30 centimes TTC. C'est des pavés. On ne peut pas, en fait, parce que les places doivent être PMR de façon indifférenciée. Donc, on met des pavés sans joint, mais il n'y aura pas d'herbe. Ça reste perméable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions sur la décision du maire? Donc, chers collègues, nous venons de tenir le dernier conseil municipal de cette mandature 2020-2026. C'est un moment particulier, chargé de sens, empreint d'une certaine solennité et aussi d'émotion et de calme ce soir. Avant toute chose, je tenais à vous remercier collectivement pour le travail accompli au sein de cette assemblée. Durant ces 6 années, nous avons partagé bien plus que des délibérations et des votes. Nos échanges ont parfois été nourris, passionnés, exigeants. Des sensibilités différentes se sont exprimées, des groupes ont évolué. C'est là le propre d'une assemblée démocratique, débattre, confronter les points de vue, puis décider au service de l'intérêt général. Je crois profondément que malgré nos différences, nous avons tous siégé ici avec une même ambition, servir Dinard et ses habitants. Chacune et chacun d'entre nous peut être fier des projets menés, des décisions prises, des engagements tenus, mais aussi fier d'avoir défendu ses convictions avec respect, loyauté et honnêteté. Je voudrais avoir une pensée particulière et appuyée pour Francis Leroux, qui, après un long combat contre la maladie mené avec un courage qui forçait l'admiration, a continué à siéger parmi nous jusqu'au bout. Son engagement et sa dignité resteront dans nos mémoires. J'ai également une pensée pour celles et ceux qui ont quitté cette assemblée en cours de mandat, par choix personnel ou pour d'autres engagements. Leur contribution a compté dans le travail collectif que nous avons mené. Je souhaite remercier bien évidemment chaleureusement mon équipe de la majorité pour son engagement constant, son sens des responsabilités et sa solidarité. Être maire est une responsabilité exigeante, elle ne s'exerce pas seule. Je veux aussi associer à ces remerciements ma famille et mes proches pour leur soutien discret mais indéfectible. Enfin, je tiens à remercier l'ensemble des services municipaux, d'abord sous la direction de Marianne Jacquet, puis désormais celle d'Éric Perret. Leur travail, souvent dans l'ombre, a permis à cette assemblée de mettre en œuvre ces décisions avec professionnalisme, rigueur et dévouement. Sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. Au terme de cette mandature, je retiens le sens de l'engagement, la force du collectif et l'attachement profond que nous partageons à notre commune. Merci à toutes et tous et vive Dinard. Dernière information, il y aura donc un conseil municipal la deuxième quinzaine de mars, comme tout le monde s'y attend. Et donc la séance est levée et vous êtes tous comme attendus au Pau républicain dans la salle des commissions pour ce dernier conseil de la mandature. Merci à toutes et tous.